Donc aujourd'hui, pour, revenir à ça, j'accueille Laetitia sur Top Flop mensuel du mois de janvier, le quatrième e pour ceux qui ont suivi. Ce live, on a décidé de le monter, de manière, un peu différente des autres. C'est-à-dire que, bah, les sujets qu'on doit aborder pendant ce live, on va les aborder sous forme de questions, et réponses de Laetitia. Donc Laetitia, est-ce que tu te représentes brièvement, heu, Ouais. comme tu as fait précédemment? Yes. Du coup, bah, écoutez, moi, je suis consultante sales, et sales aussi parce que, j'ai la particularité d'accompagner les entreprises, dans leur stratégie commerciale, mais aussi également de rester sur le terrain, parce que j'adore ça et j'ai aussi également un podcast qui s'appelle Vendu, où effectivement, ça fait maintenant, 2 ans que, du coup, j'invite, les experts, en fait, francophones sur du sales, sur toutes les thématiques de management, prospection, closing, pour du coup donner les meilleurs conseils pour aider tout le monde à booster ses ventes. Donc voilà, pour faire très, très rapide, parce Ouais, qu'on a bah, perdu beaucoup c'était, de temps. ouais, c'était simple et efficace. OK. Donc, bah, finalement, je vais essayer d'être un peu moins bavard, qu'à l'habitude. En tout cas, pendant nos précédents échanges pour construire ce live, du coup, on passe tout de suite à la première question. Donc il s'agit, des objectifs. Donc, aujourd'hui, on a constaté pas mal de choses et notamment de la défiance auprès des équipes sales, sur la réalisation des objectifs. Du coup, la question c'est, beh, qu'est-ce qui peut, créer cette défiance, auprès des sales ou des équipes sales, justement sur cette, réalisation d'objectifs, Laetitia? OK. En fait, c'est plutôt je dirais qu'on est, sur une nouvelle année. L'année dernière, ça a pas été simple pour tout le monde. Il y en a pour qui, ça a été très, très simple, hein, et tant mieux pour eux. Mais il y en a certains où on se rend compte qu'effectivement, c'est de plus en plus complexe de prendre des rendez-vous, c'est plus en plus complexe aussi également de closer et donc du coup, il y a quand même un enjeu, en fait, de remotiver, ces équipes et la raison pour laquelle on avait abordé cette question de qu'il peut y avoir une défiance sur les objectifs, c'est toujours quand on commence l'année, c'est de se dire: «Est-ce que les objectifs sont atteignables?» Et quand on a des périodes un peu difficiles comme ça, il y a une attention particulière à mettre en place pour faire en sorte que les gens, un sales se dit: «Voilà, mes objectifs, en fait, ils sont atteignables et je peux voire même les dépasser». Parce que c'est ça qui donne un petit peu l'adrénaline, quand on est sales. Et donc du coup, pour moi, il y a plusieurs choses, que je vois qui peuvent, poser un problème. C'est que souvent, on a l'habitude de donner des objectifs, qui sont un chiffre comme ça. On dit: «Voilà, il faut que tu fasses 300 000 €, 500 000 €, peut-être 1 million 000 l'année», sans jamais le découper et ça peut être un peu, je dirais, problématique dans le sens où, hem, on ne sait pas comment l'atteindre ce chiffre au final et encore plus dans les périodes, je le répète, qui sont un peu difficiles et donc soit on donne un chiffre qui est découpé, soit effectivement, voilà, c'est tout ce que tu peux avoir, c'est de dire: «Bon OK, allez, Q1, il va falloir que tu fasses 300 000, Q2, il va falloir que tu fasses 500 000 et cetera». Donc pour moi, en fait, un des outils, en tout cas que je pense qui est pertinent, c'est de se dire: «En fait, voilà, cet objectif, je le découpe en plusieurs inputs parce qu'on peut pas finalement, dans une année, on peut se mettre des projections, on peut se dire que voilà, l'objectif c'est de faire X de chiffre d'affaires, mais au final ça c'est l'output. Par contre, on peut avoir en fait, une prise ou en tout cas, une action sur les inputs, ce qu'on va vouloir, mettre en place. Donc pour moi, pour un sales, aujourd'hui, le conseil que je donnerais, c'est que pour les équipes, qu'elles soient BDR, AE ou même, les account managers, c'est de leur donner tout simplement un objectif, de dire: «OK, si tu dois faire 500 000 €, on prend cette fourchette». Ça veut dire que ça signifie de closer tant de deals, donc tant de clients, ou bien de renouveler tant de clients, par exemple, si on est sur du renouvellement. Ça signifie d'avoir tant d'opportunités, parce que opportunité, c'est différent de rendez-vous. Donc voilà, donc être capable, en fait, en tout cas, de se dire, bah, voilà le nombre d'opportunités que tu dois avoir associé à un taux de closing et puis du coup, bah, quand j'ai le nombre d'opportunités, bah, j'ai le nombre de rendez-vous et donc je peux, commencer à me dire, voilà, bah, je dois avoir, 10 rendez-vous pour avoir 5 vraies opportunités qui matchent avec mon produit et donc du coup, encore on peut même aller plus loin. Pour avoir ces 10 rendez-vous, combien de personnes je dois contacter? Et pour moi, c'est d'avoir vraiment, en fait, ce type d'objectif et que ce soit extrêmement transparent, en fait, pour le sales, de savoir voilà, où il va, qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour pouvoir arriver, aux 500 000 dont on parle. Donc voilà. OK et en fait, bah, du coup, par rapport à ce que tu me dis, je vais rebondir dessus. C'est ultra intéressant donc le découpage, finalement à la semaine, ce découpage à la semaine, va te permettre, bah, d'avoir des actions précises à mettre en place et en fait, quand on le fait pas, de ce que je vois des gens,
qu'on accompagne ou des équipes sales. En fait, ce que je vois, c'est, quand cet objectif n'est pas découpé, malheureusement, les gens vont avoir tendance à oublier, tu sais, vont avoir tendance à oublier le fait que, voilà, aujourd'hui, tu vois, cette journée où, tu rien branlé, clairement, cette journée-là, elle est perdue. Mais potentiellement, si c'est ultra bien découpé, je vais te dire les conséquences que tu vas pouvoir avoir à la semaine, au mois ou même au trimestre. Tu vas flanquer une semaine, OK, parce que ça arrive, problèmes, perso peut-être qui peuvent, interagir, quelques problèmes pro, mais quand tu foires une semaine, malheureusement, classiquement, si tes objectifs sont pas découpés, au-delà du trimestre, tu ou même du mois, hein, tu vas peut-être avoir tendance à te dire: «Bon, je rattraperai». Mais en fait, le problème du ciel, c'est que se dire rattraper, finalement, une journée perdue, c'est une journée qui sera jamais rattrapable. Tu ne peux pas rattraper une journée de perdue, tu peux pas travailler 2 fois plus, sur une journée et sur un temps donné et finalement, le fait de découper, de surdécouper, donc comme tu présentes, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de se dire, de l'autre côté, voilà, le jour où je foire ma journée ou le jour où je fais pas ce que j'ai à faire dans ma journée, voilà l'impact que ça pourrait potentiellement avoir sur mon chiffre et X journées comme ça sur l'année, je peux te dire qu'on arrive vite à, tu as atteint, les 3/4 de tes objectifs parce que, ça t'a coûté un trimestre, de réalisation. Ouais, carrément et puis ça permet aussi également à l'ensemble, hein, de l'organisation de se dire en fait, de pouvoir réajuster parfois les objectifs. Parce qu'on peut très bien dire: «Ouais, il faut que voilà, on pense qu'on peut aller viser un taux de conversion qui est, je sais pas 40-50 par exemple sur du Newbies et en réalité quand on regarde les faits, quand c'est découpé, on peut les suivre, on peut suivre un certain nombre de KPI et on peut voir si c'est réaliste ou pas et donc des 2 côtés, on permet en fait de pouvoir montrer soit aux sales, tu vois en fait pour arriver à ce chiffre, c'est possible si tu fais ça et tu le vois par la preuve et de l'autre côté aussi, c'est aussi un peu, on dirait une arme pour le commercial qui peut, aussi, tirer la sonnette d'alarme de son head of sales ou de son manager par exemple en disant, voilà, tu vois? Je mets en place les actions et cetera qu'il faut, pour autant on n'y arrive pas parce que soit c'est une période un peu particulière, soit peut-être que le produit, il y a des manquements dans le produit qui font que c'est compliqué, soit il peut y avoir une nouvelle concurrence qui arrive et du coup d'ajuster les choses avec le sales tout au long de l'année. Donc voilà. OK, donc toi, pour toi, les objectifs, Ouais, peuvent c'est-à-dire ne qu'en fait pas être aujourd'hui les figés. gens ouais et c'est alors clairement il faut pas que ce soit figé je pense, surtout alors ça dépend, on peut avoir 2 types de boîtes. Il y a les boîtes effectivement qui sont très avancées donc pour le coup, où ils ont plein d'historiques, ils savent exactement, combien de chiffre d'affaires il faut faire et comment les faire. Donc ceux-là, bon voilà, hein, on va pas leur apprendre grande chose sur la manière Bien de sûr, de de mettre des objectifs. mais ça manque d'agilité finalement. Parfois, il peut manquer d'agilité, en tout cas dans des périodes difficiles et cetera. Mais par contre, pour des boîtes qui, soit qui démarrent ou soit qui sont encore en train de structurer, en fait, en tout cas leurs sales, parfois, en fait, ils vont faire des projections qui sont pas forcément basées sur des choses réelles. Donc, parfois, ils vont pas avoir assez d'éléments pour faire, voilà, ce qu'on appelle du bottom up, c'est-à-dire de partir de l'existant pour pouvoir construire un objectif. Et donc, ils vont devoir parfois, faire Construire au des fur et à hypothèses. mesure du temps, ouais. Ouais, faire des hypothèses et il faut être assez transparent avec ses sales en disant: «Bah, voilà, aujourd'hui, on n'a pas assez d'historique, mais voilà ce qu'on veut mettre en place. On veut le mettre en place parce que, on a mis en place on a du marketing, parce qu'on a mis en place une nouvelle offre et cetera». Donc d'expliciter à ses sales, l'objectif justement pour, ne pas avoir cette défiance-là et que le sales se mette toujours dans un mood: «OK, c'est possible d'aller les chercher et je peux aller même les dépasser». Et du coup, de pas hésiter aussi à être transparent avec le sales en disant: «Il y a deux solutions. Soit effectivement nos hypothèses, elles étaient trop hautes et donc dans ces cas-là, on va pouvoir trouver un deal ensemble pendant l'année, pour pouvoir peut-être, les réajuster ou soit peut-être qu'ils étaient trop bas et donc du coup, peut-être qu'on peut aussi les rehausser. Ça va dans les 2 sens. Mais, voilà. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on peut facilement mettre en place des choses pour ne pas avoir de la défiance parce que la défiance sur un objectif ou un sales qui pense qu'un objectif au final, au milieu de l'année, il n'est pas atteignable et qui se dit: «Bon, je fais comme je peux», c'est un problème en tout cas pour la performance commerciale. Ouais, il part, même sur ses deals, ça va jouer, même inconsciemment, en fait, il va partir, avec, un handicap, hein, on peut appeler ça comme ça Complètement. aussi, hein. Le fait Ouais. de partir avec, les idées noires, de toute façon, je vais le shooter, j'ai beau le shooter, j'y arriverai pas à mes objectifs non plus. Donc voilà et puis ouais, c'est vrai que cette transparence que
dont tu parles, bah, elle va être, nécessaire pour dire aux sales: «Voilà, aujourd'hui, on a confiance en ce que tu vas apporter à l'entreprise et on préférait que tu nous prévois avant que tu nous préviennes, pardon, avant de te noyer». Pourquoi? Parce qu'on, ben, on peut réajuster et encore une fois, OK, le P-plan, pas le P-plan, les objectifs, sont ce qu'ils sont. Maintenant, c'est toi qui es au front, c'est toi qui est là quotidiennement à donner de ta personne, pour aller les chercher ces objectifs. Mais, on est aussi capable d'entendre, qu'ils sont surévalués ou qui sont pas cohérents avec la réalité terrain parce Ouais, qu'on justement, on n'a pas assez de recul terrain pour, pour bien les définir et qu'ils soient figés finalement ou en tout ouais, cas au plus complètement. proche de la réalité. Mais Mmh. c'est vrai que, voilà, souvent difficile, parce que ceux qui les mettent en place sont, par manque de temps souvent, plus sur le terrain et malheureusement quand tu es sur le terrain, bah, le fait de dire, «Tu peux tout nous dire et en termes de remontée, de toute façon, on en a besoin». Je pense que c'est ultra encourageant pour les commerciaux et notamment sur, les équipes en construction. Ouais, complètement. OK, bah, écoute, je pense que sur la réalisation des objectifs, voilà, on a bien compris que découper, surdécouper, bah, ça avait du bon plus que du bullshit. Et donc du coup, la deuxième question, Laetitia, c'était, on reste sur la partie objectif, c'est, quel conseil toi, tu donneras en 2024, pour arriver justement à la réussite de ces objectifs? Donc est-ce que ce serait plus de rendez-vous, plus de calls, plus de mails? Qu'est-ce qu'on fait peut-être de tout ce qui a été généré sur 2023? Parce que bon, c'est pas parce qu'on arrive au 1er janvier qu'on efface toute l'année 2023 et tout le travail qui a été fait finalement. Ouais. On a peut-être cette fâcheuse tendance à se dire: «Il y a eu tellement de trucs mauvaises, moi je repars sur une page blanche» et finalement, c'est peut-être le syndrome de la, mauvaise page blanche, et de se dire: «Qu'est-ce qu'on fait?» Qu'est-ce que tu nous conseilles toi, Laetitia? OK. Bah, moi, justement, ma croyance aujourd'hui, c'est que, bon, on a vu l'année 2023 comment ça s'est passé en termes de sales. La prospection, ça se durcit, hein, en tout cas pour tous ceux qui font de l'outbound. Ceux qui font de l'inbound et qui ont pas de problème, encore une fois, c'est géniaux c'est génial pour eux. Mais sur la partie outbound, voilà, on voit, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de nouvelles, manières, enfin, nouvelles choses en fait à mettre en place pour pouvoir générer des rendez-vous et donc du coup, en fait, pour moi, une chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre une pression accrue sur les équipes marketing pour faire en sorte qu'ils aillent générer toujours plus de rendez-vous, parce qu'en fait, la problématique de ça, c'est qu'à un moment donné, bah, ils vont chercher à aller, générer du lead qui est plus forcément dans la cible. Donc on déplace juste un problème, hein. On a plus de rendez-vous, mais au final, comme ils sont plus dans la cible, quand les sales, essaient de les qualifier, bon, bah, ils ont pas trop de résultats et aussi également, ça ne sert à rien non plus de mettre, encore plus de pression aux SDR, aux BDR ou aux sales qui font encore de la prospection en augmentant le volume de rendez-vous qu'ils doivent aller chercher ou bien en augmentant les cadences. Parfois, j'entends des choses en se disant: «Bah, voilà, aujourd'hui, c'est plus suffisant d'avoir 10 rendez-vous par semaine avec, 100 contacts, par exemple, la semaine, donc on va passer à 150, on va passer à 200». Bon, ça peut ne jamais s'arrêter. Donc pour moi, en fait, ce que je dis généralement, c'est que plutôt de faire ça, je pense qu'il y a un autre levier qu'on peut avoir en 2024, c'est de travailler sur l'augmentation, pour le coup, de la conversion, des deals. Ça, pour le coup, il y a on a beaucoup de possibilités là-dessus parce qu'on alors ça, c'est pas moi qui invente ça, c'est une stat, qui existe et qui a été, alors qui vient des États-Unis, certes, mais qui existe, où on estime qu'il y a entre 40 à 60 de deals qui sont perdus, ou qui stagnent, à cause du fait que, les prospects ne prennent pas de décision. Et ça, pour moi, c'est un enjeu, des sales, en fait, d'être, suffisamment bon dans les rendez-vous pour pouvoir faire en sorte, pas juste de convaincre les gens qui sont déjà convaincus, qui ont besoin, qui ont un problème, prégnant, qui ont plus ou moins déjà regardé la solution et qui se disent: «OK, bim, j'y vais et je dis oui», mais aussi d'arriver à convaincre ceux qui ont des problèmes, qui sont pas forcément conscients de l'urgence du problème ou qui n'ont pas forcément une idée de comment en fait ce problème peut leur faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, en tout cas leur apporter de la valeur. Et donc pour moi, le sales aujourd'hui, il doit se concentrer en tout cas sur ce pool-là, qui est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans tout ce que j'ai pu voir à travers les choses que j'ai, enfin les commerciaux que j'ai pu accompagner, où je me rends compte qu'on va assez vite là-dessus, que les sales aujourd'hui, il y en a beaucoup, pas tous évidemment, on va pas être dans des généralités, mais qui sont de fait plus des présentateurs que des vendeurs.
parce que voilà, on fait des démos ou si on n'est pas sur la partie SaaS, on va vite présenter en fait le scope qu'on fait et puis on va demander si ok ça match ou ça match pas. Et ça, du coup, pour moi, c'est là où il faut travailler. C'est faire en sorte de comment aujourd'hui on fait que les sales soient plus des challengers que des présentateurs et qu'ils soient capables, en fait, en tout cas, d'aller chercher les prospects pour leur dire comment ils peuvent faire autrement. Donc pour Ouais. moi, c'est plutôt le levier sur lequel il faudrait travailler plutôt qu'essayer de trouver des solutions pour générer toujours plus de rendez-vous. Et après, on pourra parler de comment faire différemment sur la prospection. Mais en tout cas, ça, pour moi, c'est une croyance numéro un de se dire qu'on a un boulevard là-dessus. Alors, parce qu'on peut dire, ça peut être un peu dur ce que je dis, que les sales deviennent des présentateurs plutôt que... voilà, moi, enfin, c'est normal. Moi, je suis encore sur le terrain, je fais du sales. Il se trouve que quand on vend à chaque fois un produit, on peut avoir des automatismes, on peut se mettre en mode pilote automatique. Et donc, parfois, c'est difficile de se mettre nous-mêmes en fait dans une posture de se dire, voilà, chaque rendez-vous, il faut que je les voie de manière différente. Il faut que j'aille chercher vraiment mon client, de savoir en fait quel impact je peux aller chercher. Enfin, quel impact, en tout cas, je peux lui apporter. Quelles sont ses problématiques. Il y a plusieurs personnes qui sont dans un collectif dans lequel je suis qui s'appelle Collectif Impact, où on pratique beaucoup les techniques de Winning by Design, qui dit voilà, quel est le critical event en fait que je dois aller chercher pour pouvoir du coup donner envie à mon prospect De d'acheter ma basculer. solution. Ouais, de Ouais, ouais. basculer. Et c'est ça en fait et je vois des posts passer, sur, finalement, quand tu es sales, c'est peut-être pas forcément faire plus, le bon trend, mais c'est peut-être, aller au bout des choses. Tu Exactement. sais, quand tu as enchaîné, 2-3 victoires, hem, des fois tu repars sur ce truc, j'avais scénarisé mes rendez-vous, j'avais tout préparé, j'ai eu 2-3 victoires, ça y est, je suis chaud, plus rien ne m'arrête et puis tu pars sur l'instinct et puis tu arrives sur l'instinct, tu te pètes la tête une fois, 2 fois, 3 fois et puis, là, tu as flanqué un mois, tu arrives au mois d'après, tu es, dans un mood, complètement mauvais et puis, finalement, tu te dis, ou tu as du mal à te dire, «Putain, ça fait, X années que je fais ça, X mois que je fais ça et cetera. Putain, mais finalement, voilà, faut rester sur de la prépa, sur la scénarisation, de l'intégralité des rendez-vous malheureusement. On en est là. Pourquoi? Parce que, le cerveau va avoir tendance à aller faire des raccourcis, chercher de la facilité ou chercher voilà. Le cerveau, il s'en fout que tu fasses ta vente ou que tu fasses pas. Lui, il veut juste pas de entre guillemets «de douleur» et c'est vrai que des fois, tu sais, poser juste cette question, au client, lui dire, «OK, mais on démarre pas maintenant». Fine, il y a pas de problème. Heu, Qu'est-ce que tu perds à pas démarrer maintenant? C'est pas qu'est-ce que tu vas gagner avec ma solution? C'est pour, conscientiser le client et lui dire, «OK, ça marche, mais moi, j'ai aucun litige, c'est pas ma boîte, ta boîte, donc si ça avance pas ou si toi tu penses que c'est bien ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais là?» Et malheureusement, c'est si je suis là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend pour commencer à travailler ensemble et qu'est-ce qu'on attend justement pour aller récupérer c'est quoi le coût de ton inaction? Quel est le coût de, aujourd'hui, est-ce que tu saurais me dire, combien ça coûte de pas passer à l'action avec moi? Voilà, c'est Complètement. Ouais, il y a ça et après, par contre, il y a un autre truc parce que pour défendre aussi également, les sales parce que parfois on aime bien dire, ils sont pas assez comme ci, ils sont pas assez comme ça et cetera. Il manque aussi également et c'est aux entreprises aussi également ou en tout cas aux managers d'apporter les solutions nécessaires justement pour que les sales puissent nourrir en fait aussi également leurs rendez-vous et moi, il y a un levier, en tout cas, je trouve que qui manque souvent parfois. C'est-à-dire qu'on dit souvent, voilà, il faut pas qu'ils soient en pilote automatique, il faut essayer effectivement qu'ils sachent poser des bonnes questions. Donc ça, il y a vraiment aussi un travail là-dessus, hein. Quelle information je dois savoir exactement pour pouvoir, justement trouver en fait qu'est-ce qui va permettre à la personne d'aller, de se mettre en action. Mais il y a aussi la partie démo ou la partie présentation, hein, ça dépend effectivement du produit, si on est dans du SaaS ou ailleurs, où en réalité parfois il leur manque, des choses pour illustrer. Je pense souvent à des use cases. Quand on veut aller chercher, des cas d'usage et cetera, c'est hyper dur dans les boîtes. OK, mais qu'est-ce qu'ils font vos clients? Comment ils ont réussi à changer ça? Et cetera et ça, c'est les CSM généralement qui peuvent apporter ça et donc pour moi, il y a les CSM, comment on peut avoir un meilleur duo entre CSM et sales, qui, leur apportent justement les cas d'usage qui leur permettent justement, voilà, quand je fais une démo, je l'illustre, avec, pas en faisant une liste des fonctionnalités ou une liste des caractéristiques de mon offre et cetera, mais que je suis capable de dire: «Bah, voilà, on a fait ça avec telle personne, voilà les résultats, voilà leurs spécificités. Ils me font penser à vous, ils ont, la même taille d'équipe» et cetera, mais du coup que ce soit préparé parce qu'un sales
il a besoin en fait d'avoir un peu une bibliothèque qui lui permette en fait d'avoir tous ces éléments-là avec différents cas. On peut avoir une répartition par secteur, par type de boîte, par type de problème, etc. Donc ça, c'est en fonction des spécificités de boîte. Mais il y a aussi également sur la partie marketing, comment le marketing peut aider les sales à être meilleurs aussi également dans les rendez-vous, en apportant notamment des éléments tels de la data, tels que les challenges en fait auxquels peut être confrontée telle ou telle entreprise dans tel ou tel secteur, et donc permettre en fait tout simplement aux sales de se nourrir, parce que souvent en fait les sales sont pris entre 1000 tâches, ils n'ont pas forcément le temps. Le marketing, c'est son job d'aller chercher des informations sur son marché, et donc il peut nourrir les sales, et les CSM sont avec des clients tout le temps, donc ils voient les réussites, ils voient aussi également les choses qui ne marchent pas. Et pour moi, à mon avis, il y a des choses à faire, à structurer là-dessus, pour leur donner en fait la possibilité, parce que souvent on dit aux sales personnaliser, personnaliser. Ok, personnaliser, donner du contexte, projeter le client, mais il te faut de la matière là-dessus. Et Ouais. parfois, il manque de la matière. Donc, mon conseil, ce serait de dire, checker en fait s'il y a assez de matière pour vos sales pour être bon en rendez-vous. Sur la partie notamment comment ils sont capables en fait de mettre en avant votre offre, etc. De montrer en fait son potentiel, de montrer l'impact. Et puis ici évidemment toute la partie question et comment closer, enfin conclure un rendez-vous. Ça, il y a plein de choses en fait effectivement qui sont à travailler, quoi. Mais pour moi, voilà, ce serait de découper, tu vois, toutes les étapes d'un rendez-vous, et de voir comment je peux optimiser chaque étape pour pouvoir en fait augmenter effectivement la conversion, et tabler plus là-dessus, sur comment en fait mes sales aujourd'hui sont capables de mettre en action des gens, à pas faire durer la décision de mon prospect, et faire en sorte tout simplement que Ouais. j'augmente mon taux de conversion plutôt que d'aller chercher plein de rendez-vous. Voilà. OK, donc si je comprends bien, finalement améliorer le taux de conversion, donc travailler sur le quotidien, on va dire, Ouais. des rendez-vous et cetera, et c'est aussi de se dire, tu pas obligé en fait, le sales finalement, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des cas d'usage, soit verticalisés, hein, par rapport à des domaines d'activité, des métiers ou autres. Heu, Pourquoi? Parce que c'est vrai que le prospect va te voir toi comme quelqu'un de pas objectif, vu que tu as envie de vendre ta sauce, forcément, oui, donc oui, tu pas objectif. Voilà, voilà, tu vas à la banque, ils vont te dire: «Ah, BNP, ouais, c'est nous les meilleurs», et pareil pour les autres, et finalement, quand tu apportes du cas d'usage du métier de ton prospect, finalement, c'est très parlant. C'est: «Avant de travailler avec nous, voilà ce qui se passait, on a mis en place, voilà comment ça s'est passé, et heu et la résultance de tout ce travail, c'est voilà ce qu'il a obtenu, à travailler avec nous. Donc des résultats chiffrés, le nom de la boîte, client avec qui on travaille, même peut-être donner les contacts de ces personnes-là. Voilà, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu l'onboarding, comment, s'est mis en place, Carrément, l'outil, ouais. ou et Mmh. cetera, et c'est vrai que, commercialement, alors moi à l'époque, j'avais, tu sais, une sorte de gros catalogue comme ça, et dans ce catalogue-là, en fait, on avait, un sommaire avec, l'intégralité, par métier, donc les boîtes de transport, les boîtes de ceci, les boîtes de cela, et par métier, on avait les cas d'usage qui allaient bien, et ça Ouais, mais effectivement c'est ça en comme fait qu'il faut construire. C'est ça qu'il faut construire en fait à mon c'est avis les pour les. playbooks. Ouais, c'est être bon là-dedans, et cetera, et pour moi, à mon avis, c'est les ressources qui permettent aux sales de s'assurer évidemment qu'ils s'en servent. Après, un autre levier pour moi, pour augmenter le taux de conversion, et que je pense que sur lequel, il y a encore beaucoup de marge de progression pour toutes les boîtes, je le sais parce que déjà, en fait, c'est des sujets, où sur lesquels on m'interroge pas mal, qui est sur la partie nurturing. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des sales qui, vont faire un tas de rendez-vous, heu mais tu vas pas le closer tout de suite. Et puis d'ailleurs, en fait, que tu sois expérimenté ou moins expérimenté, tu le sens en fait généralement quand un deal va pas se closer tout de suite, quand il y a encore du travail à faire, quand il y a encore un travail de conviction à faire, quand il y a des actions à mener, et cetera. Et donc parfois, tu as aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de deals, qui, soit stagnent ou soit, sont, laissés un peu à l'abandon, et tout simplement parce que les sales n'arrivent pas à savoir comment je les travaille. Comment en fait, par exemple, sur 6 mois, sur 1 an, je peux avoir des interactions avec, des personnes qui sont pas prêtes à acheter, mais que je vais travailler petit à petit pour pouvoir les closer. Et ça, pour moi, c'est un art, en fait, à mettre en place. Et il y a les ressources, parce qu'en fait, aujourd'hui, alors, de manière caricaturale, la plupart des boîtes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont dire: «Bon, OK, le sales, il a fait son call, il a fait plusieurs actions, et à la fin, globalement, du cycle de vente, ça close pas. Si ça close pas, bim, je le mets dans un espèce de canal. C'est le marketing qui reprend la main. Le marketing
ça dépend des boîtes encore une fois, mais si elles ont pas énormément de En contenu, général. elles ont pas de contenu en général, si elles ont pas de contenu hyper quali, on va les segmenter comme ça les boîtes, bah, du coup, elles vont envoyer un article et cetera que personne ne lira et du coup, voilà, on a un process qui est pas hyper optimisé. Moi, je suis en train plutôt d'interroger ça, de me dire en fait le nurturing, il est pas forcément, que dans les mains de marketing. Ça peut, ils peuvent avoir une part là-dedans, mais il peut y avoir aussi également le sales qui s'occupe de nurturer aussi également, les deals de la manière suivante, soit à travers des emails, soit à travers des discussions sur LinkedIn, soit à travers aussi également du call et donc savoir se dire analyser ces deals perdus et de se dire: «Cette personne-là, je pense que je peux la closer d'ici 6 mois et voilà le plan d'action que je vais mettre en place» parce qu'elle m'a parlé de ça, parce qu'elle m'a parlé de ça et que j'ai fait une phase de découverte qui était assez costaud pour me dire que, bah, voilà, j'ai une parfaite connaissance de ses problèmes et j'ai une parfaite connaissance aussi également de pourquoi, pour l'instant, c'est compliqué de passer à l'action. Et donc si tu passes des coups de fil assez régulièrement en disant: «Bah, voilà, je vous appelle parce qu'il y a une information, qui pourrait être intéressante pour vous, d'un travail qu'on a fait avec un de nos clients et cetera, qui avait cette problématique-là et cetera et cetera. Si vous avez envie qu'on prenne un peu plus de temps pour rentrer dans les détails, je vous montre comment on a expérimenté ça, bah, on prend 15 minutes et on relance la machine, on reprend en fait des liens. Alors, par exemple, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, il s'appelle Alexandre Bringue. Lui, par exemple, c'est quelqu'un qui va pas mal parfois envoyer des ressources. Alors il aime bien dire, «Je vais envoyer un contenu pour lequel des gens, paieraient, même si c'est gratuit», mais tu vois, un contenu qui soit, vraiment, essentiel, en fait, pour ta cible et l'idée, c'est que, voilà, pendant tout le temps, de travailler, en fait, sa cible et cetera de cette manière-là et moi, je pense qu'aujourd'hui, on met beaucoup le nurturing sur le marketing, alors que les sales pourraient avoir ce rôle-là, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Finalement, est-ce que ce serait pas plus simple d'aller donner, ce que les prospects attendent pour passer à l'action, donc pour signer, ton contrat, plutôt que, d'envoyer beaucoup de force sur, encore de l'acquisition, encore de l'acquisition, encore de Exactement, c'est toujours l'acquisition et ouais, c'est finalement, c'est c'est exactement ça l'idée, ouais. et Exactement. finalement, je suis intervenu dans une boîte et tu vas me dire ce que tu en penses. En fait, ils ont mis, le marketing crée, des ressources, donc mais de manière quotidienne, hein. Créer de la ressource, ils ont siloté ces ressources, par problématique, on va dire, problématique de budget, problématique, technique, problématique, soit des croyances limitantes ou des fois la croyance est trop belle et finalement, tu te dis: «Mince, j'y crois pas à son truc, c'est trop beau pour être vrai, donc du coup je vais pas passer à l'action» ou, tant qu'il m'aura pas apporté, des preuves et des cas d'usage, de concurrents, de confrères, de boîtes de mon secteur, j'y croirai pas. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, imagine une boîte, tu la signes pas parce qu'il y a un problème de budget. OK, bon, il y a un problème de budget. OK, mais tu vas pas lui envoyer une ressource technique, pour, face à, finalement, on n'a pas signé aujourd'hui. Bon, c'est pas dire que c'est mort, mais on n'a pas signé aujourd'hui parce qu'il y a un problème de budget. Soit on n'arrive pas à créer une enveloppe budgétaire pour travailler avec toi, soit, ça bloque, plus haut parce que, on sait pas c'est quoi le retour sur investissement et donc finalement, le truc, c'est tu vas envoyer une ressource, genre voilà comment c'est mis en place et cetera. Regardez de quoi, on a les API, machin, patati patata et finalement, en fait, le seul problème qu'il y a avec ce prospect-là pour, le faire signer, c'est un truc, de ROI ou de budget, en fait et c'est malheureux et en fait, le fait d'avoir siloté ça, le sales va aller piocher, par rapport à la problématique qu'il a. Il y a pas 25 000, problématiques, hein, quand tu signes pas, hein. Il va y en avoir, heu, moins de 10 donc voilà et sur ces, 10 problématiques, OK, ça marche. Lui, il a un problème de budget et beh, écoute, je vais lui envoyer, le nurturer, donc le nourrir, avec, de la data liée aux problématiques de budget, de ROI ou autre. Lui, le mec qui signe, c'est un mec ultra technique, un CTO, par exemple et en fait, je vais pas lui envoyer des trucs de ROI ou Ah ouais. de ma non, je vais plutôt, et ça, c'est, mettre à disposition ça des sales, vu que le marketing va pas aller chercher cette data auprès des prospects, mais ce qui est en fait plus ou moins normal, en fait, je vois pas un mec du marketing appeler ou une nana marketing: «Oui bonjour, voilà je suis du marketing, je voulais savoir, pourquoi vous avez pas signé avec nous?» Enfin non, le Mmh. sales doit être au courant et doit remonter lui l'information. Soit pour qu'il crée le bon contenu pour nourrir ou soit pour, savoir, le marketing, OK, sur quoi on bosse, en ce moment. Parce que si c'est que des problématiques de budget, c'est soit que les gens arrivent pas à voir la valeur entre guillemets héroïste, de notre, solution ou soit, parce que c'est trop cher, on n'est pas dans les clous et cetera.
Ouais, en fait, dans ce que tu dis, si je devais un peu résumer, c'est que pour moi, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des objections, tu vois? Genre, quand on me dit, une problématique par rapport au budget, pour moi, c'est une objection. Donc évidemment, ça sert toujours de savoir répondre aux objections, mais il y a pas que ça et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte qui est un peu différent quand j'ai commencé le sales, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour un problème, tu peux avoir plusieurs solutions, en fait, qui est proposée et donc ton objectif, en fait, c'est dans ce brouhaha-là, c'est de faire en sorte que la personne, elle soit convaincue que c'est toi, en fait, qui apporte la meilleure solution et donc souvent, il y a pas de problème lié au budget, il y a pas de problème lié au fait qu'elle te croit pas que tu as la bonne solution. Parfois, elle pense même, elle peut même te le dire: «Votre solution, elle est intéressante», mais elle va avoir du mal, comme on disait tout à l'heure, à passer à l'action et donc tu vas devoir mettre des choses supplémentaires, en place et donc c'est ce que j'appelle le nurturing. Alors il y a une question en fait qui dit que: «Oui, mais c'est pas facile parce que le sales, il a, plein de choses, ça lui fait une tâche supplémentaire». Justement, moi, ce que je dis, c'est que ça doit pas être vu comme une tâche supplémentaire. Ça veut dire qu'en fait, le sales, il a un pipeline. Dans son pipeline, il y a des opportunités qui sont plus chaudes que d'autres, qui sont des gens, en fait, qui ont un problème évident, qui veulent le résoudre tout de suite et qui sont prêts à acheter une solution et là, effectivement, le sales, il faut qu'il soit bon en rendez-vous, donc c'est ce qu'on disait, tout à l'heure. Mais il y a aussi un certain nombre de deals, d'opportunités qu'on a qui sont tièdes, froides, peu importe comment on les appelle, mais en gros sur lequel il faut faire plus d'efforts, travailler et donc on les signera pas en 2 mois et on a cette vieille croyance aujourd'hui de se dire: «Bon voilà», ça dépend évidemment du cycle de vente, il y a des gens qui ont des cycles de vente plus ou moins longs, mais parfois, il faut mettre du temps donc pour moi ça voilà et puis s'il y a pas de ressources marketing ou contenu, évidemment c'est plus difficile mais justement c'est pour ça que j'ai pas que parlé de contenu, j'ai pas dit qu'il fallait uniquement envoyer du contenu pour nurturer. C'est pour ça que je disais justement, c'est pas forcément un travail de marketing. Ça peut être juste le sales qui se met en fait, mais par contre qui le programme, de se dire: voilà, dans 3 mois, je vais appeler cette personne-là et essayer de trouver les moyens de lui apporter des éléments intéressants, pertinents, pas juste le fameux call de rappel: «On s'est eu à 3 mois, je vous avais parlé de ça, est-ce que votre situation a changé?» Ouais, C'est pas du ouais, ouais. marketing ça, Oui, bonjour voilà, Laetitia, je vous appelle pour faire le point. Alors voilà, celle-là, ça là, c'est tu vois, faire le point, c'est tu ça. as Bon, par 0 exemple, levier, tu y vas, ouais, c'est pas très efficace. Maintenant c'est, justement construire qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre à mon prospect, qui pourrait l'intéresser, lui donner envie de me reparler, en fait. C'est tout simplement ça, hein. exactement. Finalement, en fait, la 3e question bon, le 3e sujet, c'était celle du P-plan, mais je préférais poser la 4e en amont, juste D'accord. avant celle-ci, tu vois? Parce que ça peut être lié aussi et la 3e finalement, ce sera, pourquoi les boîtes, aujourd'hui jouent encore aux pompiers au niveau, des formations de leurs équipes et encore une fois, hein, c'est pas formation en tant que telle, mais sur, les bonnes pratiques et c'est vrai, c'est comme tout le monde. Moi, je prends souvent, l'exemple de la formation Excel. Je peux t'assurer que les formations Excel, j'en ai fait des tonnes. Une semaine après, sans avoir utilisé l'outil, heu, elle n'a servi complètement à rien, cette formation. Tu es dedans, tu es tout content et voilà. Non, mais qu'est-ce qui peut être fait? Alors peut-être pas au quotidien, mais mensuellement ou, de manière hebdomadaire. Finalement, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, pour que les boîtes, arrêtent de jouer aux pompiers avec, au niveau des formations avec leurs équipes sales? En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de challenges en ce moment, qu'on l'a dit, prospection, closing, account management, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais un des moyens, dans un moment difficile de faire de la croissance, c'est clairement les clients. Donc l'expansion, travailler en fait sur la satisfaction client, mais aussi travailler sur comment on les renouvelle, comment on fait plus d'argent avec ses clients. Donc ça, c'est un gros enjeu. Il y a tellement de challenges déjà sales, parce qu'on est dans une période compliqué, mais aussi on est dans une période qui change. Les prospects ont pas mal changé. Il y a des stats qui font assez peur, hein, sur le fait, que les prospects, ils ont plus envie de parler à des sales. Donc, comment on change cette tendance-là? Il y a l'IA, évidemment. On fait plus de sales comme avant. L'IA, a changé pas mal de choses, notamment dans sa manière de voir, la partie prospection, mais aussi également, la manière de voir, même la formation, sales, hein. Aujourd'hui, on peut analyser pas mal de choses grâce à l'IA et donc du coup, pour moi, en fait, c'est juste d'en finir en fait avec ce truc-là, de se dire: «OK, j'ai mes sales ou je fais, 3 mois, d'onboarding hyper carré», parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, hein, on a fait énormément de progrès, les boîtes font des super onboarding aujourd'hui. Il y a beaucoup de littérature là-dessus et donc il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. Mais ensuite, justement, plus rien.
plus rien pendant un temps et même, je dirais pour les plus seniors, des gens qui peuvent, nous ressembler, hein, des gens qui ont, 10 ans, plus de 10 ans d'expérience, qui se disent: «Bon, c'est bon, on va pas m'apprendre à vendre et cetera». Ouais, sauf que tu es pas dans le même contexte. Dans un contexte où peut-être probablement il faut que tu sois bon en copywriting, tu es dans un contexte où tu vas devoir savoir te servir de l'IA, tu es dans un contexte où, bah, des techniques que tu mettais en place, bah, elles fonctionnent plus trop. Donc voilà, donc évidemment, tout le temps, la vente change, mais en tout cas, je dirais qu'en 2023, on a eu des changements assez importants. Donc pour moi, c'est la formation continue et ça, c'est pour le coup, chaque fois je le dis mais c'est que, bah, on est tous, quand je dis tous, toute la communauté sales, pas très bon là-dedans, dans le sens où on prend pas assez de temps pour former en continu. On prend pas assez de temps aussi également pour les sales, parce que c'est pas que, faire appel à des coachs et cetera. C'est aussi, donner du temps dans l'emploi du temps du sales, de se dire: «Bah, voilà, un sales, il le fera jamais de manière automatique». J'ai accompagné pas mal d'équipes, j'ai été manager d'une équipe. Si tu veux que tes sales, ils prennent du temps pour pouvoir bosser sur quelque chose, ça m'est déjà arrivé quand c'était justement souvent, un peu la cata, de dire à un sales: «Écoute, pour l'instant, tu stoppes sur ça. Ce que je veux, c'est que tu prennes du temps pour pouvoir progresser là-dessus. Regarde telle ou telle ressource, essaye de progresser là-dessus, on se reparle». Donc ce serait peut-être aussi déjà au avant même de penser à un plan, qui coûte super cher ou peu importe et cetera, juste organiser ça dans la vie d'un sales, de dire: «Écoutez, dans votre emploi du temps, j'aimerais qu'il y ait au moins 2 heures qui est fait sur de la montée en compétences» et donc Ouais, du coup, le manager pendant ses one to one puisse dire: «En fait, toi» parce que tout le monde ne doit pas monter en compétences sur les mêmes choses. «Toi, il faudrait que tu travailles plus sur, je sais pas moi, sur justement ta découverte. Toi, il faudrait plus que tu travailles sur ta prospection, elle est pas assez ciblée, tu perds trop de temps à aller attaquer des gens, pour qui c'est pas pertinent». D'autres personnes, ça peut être, je sais pas, sur ta démo, comment tu peux la rendre un peu plus, personnalisée. Bref, donner des billes comme ça et que le sales, il sache déjà qu'il a déjà 2 heures de son temps sur ça. Déjà, on organise en fait le fait qu'il monte en compétences et ensuite effectivement, je pense que évidemment, hein, les boîtes les plus avancées le font déjà, mais les sales managers, les head of sales, de régulièrement prendre des thématiques sur lesquelles ils font travailler, les sales, voilà. Donc pour moi, c'est ça paraît un peu évident comme ça, mais en fait, généralement, on attend toujours que, les chiffres ont baissé. Il y a pas il y a on va pas atteindre le chiffre d'affaires. OK, mais si vous faites appel à quelqu'un qui va vous aider ou si vous faites des formations en septembre, bon, le chiffre il est bah, voilà, c'est déjà trop tard, quoi. Donc pour ouais. moi, ouais, c'est effectivement ça. Le problème du calendrier. Non, non, mais on fera ça, tu vois, là, on est en janvier, toutes les pseudo, bonnes résolutions, là, c'est, bon, c'est pas avant, limite septembre, quoi, hein, tu vois? On est, Oui, sauf que c'est déjà trop tard en fait, ah ça ouais, dépend si ça se passe bien, mais c'est déjà trop tard et du coup, moi je vois enfin il y a un dirigeant, d'une boîte avec qui j'ai eu l'occasion de parler qui s'appelle, hem, sa boîte s'appelle Cali Group et donc lui, par exemple, il met en place chaque mois, en fait, il met en place une formation pour ses sales. Il l'a programmée donc tu vois, genre, mars, avril et cetera et ça, je trouve ça très bien, tu vois? Genre sur des sujets, il fait intervenir des gens d'extérieur et tout et donc ses sales sont toujours nourris et ça, je pense que c'est hyper important, d'avoir ça. Même nous, enfin, tu vois, ça paraît aberrant de penser que 3 mois d'onboarding va suffire ou une expérience va suffire. Moi, je sais que j'ai été très challengée en 2023 sur la partie, outbound parce que c'était beaucoup plus dur et donc il a fallu que je mette en place des choses, pour, bah, continuer à avoir les résultats que je pouvais avoir avant donc voilà, c'est qu'il faut pas se suffire d'une expérience et il faut pas se suffire aussi également d'un onboarding, et penser que ça va faire le job. ouais, donc Voilà. du coup, il y a pas mal de bonnes pratiques, peut-être rendre les sales autonomes, leur redonner du temps, justement pour qu'ils puissent, peut-être s'auto-former, et puis après partager ce qu'ils auraient appris en s'auto-formant et puis si tu as 10 sales, beh, si chacun prend 1 heure de son temps, une fois par semaine, bon, en soi, ça fera pas couler la boîte, mais Ah mais forcément, clairement pas. si, chacun va chercher un sujet sur lequel il pense avoir des lacunes et il va trouver des solutions, il les met à disposition des autres et les autres font pareil de même, finalement tu te retrouves avec, une sorte de grosse encyclopédie de données commerciales de, et c'est vrai que, bon, comme le fait, bah, ton client, bah, c'est quand même, super intéressant. Si en fin de mois tu dis sur quoi tu as une problématique, OK ça marche, bah, le mois prochain c'est le sujet, de la formation mensuelle. Franchement, c'est quand même, bien pensé et beaucoup d'organisations aujourd'hui, même des très, très grosses organisations, et je te parle d'organisations qui ont des centres de formation en interne, hein, avec, des mecs, là à 35 heures par semaine, 39 heures par semaine pour, dispenser de la formation. Heu, c'est vrai qu'on y va enfin
on n'est pas assez envoyé. Pourquoi? Parce qu'on a des œillères, parce qu'on est focus, objectif, Ouais. KPI, Bah, en fait, c'est gagner du temps, enfin, voilà, c'est gagner du temps de se dire: «Voilà, en fait, aujourd'hui, bah, si c'est plus dur de ouais, vendre parce qu'on est dans une période difficile et cetera, bah, il faut être meilleur sur chaque sujet de sales, savoir bien les identifier et savoir mettre l'effort, qu'il faut, quoi. Que ce ouais soit de la et de la prospection au renouvellement, à l'upsell. Typiquement, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui parfois vont mettre beaucoup d'efforts sur, je veux que mes sales, prospectent mieux, prennent plus de rendez-vous. Alors que peut-être qu'il y a des choses à aller regarder du côté client et de voir comment on peut optimiser ouais, l'upsell, parce que ce sera upsell, beaucoup ouais, plus simple, voilà, ou le cross-sell, ça dépend si on exactement. a plusieurs produits. Ce sera beaucoup plus simple de travailler sur ces leviers-là parce qu'on a des clients qui nous aiment déjà et cetera, que d'aller, faire en sorte de changer des pratiques. Les pratiques, en fait, que ce soit sur la partie rendez-vous newbies ou sur de la prospection, en fait, les gens, il faut, enfin, ce que je disais tout à l'heure, à un commercial, c'est que, tu dois déconstruire plus implémenter de nouvelles choses. Donc ça demande beaucoup plus de temps. Donc voilà. Donc pour moi, c'est voilà, mon conseil principal, c'est de regarder un petit peu, là où en fait, effectivement, il y a des problèmes, mais là où c'est le plus simple d'ajuster et de commencer à former, en fait, là-dessus, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Hem, Finalement, ça me fait penser à, tu sais, le manager qui a toujours cette phrase et tu as dû l'entendre dans ta carrière, c'est: «Comment je peux t'aider?» Non, écoute, le mieux ce serait au lieu de vouloir tout envoyer sur le sales, au lieu de lui dire: «Comment je peux t'aider?» en sachant que lui, son cerveau, il va dire: «Écoute mec, j'ai pas besoin d'aide parce que tu vas me faire perdre du temps, et puis ou j'ai pas envie de te dire là où j'ai vraiment besoin d'aide, de peur, que tu me juges mauvais sur ce point-là alors qu'il faut juste, la montée en compétences, pour être vraiment, complet et le truc, ce serait peut-être de se dire: «OK, j'ai analysé, ton mois par exemple qui vient de s'écouler, je l'ai analysé et je te dis que, par rapport au mois dernier, là, tu as, moins de transfo. Là, tu as, moins et que ce soit de la transfo, signature ou Ouais, que complètement, de ouais. la transfo, prise de rendez-vous ou de la transfo, enfin, peu importe, l'étape, peu importe le type de sales, hem et le truc, c'est de se dire: «OK, bah, là, tu sais quoi? J'ai constaté ça sur ce une baisse de régime ou une baisse de transfo sur ça, bah, écoute, c'est le sujet de ce mois-ci. Voilà, le mois dernier, c'était là où je vois qu'il y a eu une baisse et ben c'est le sujet de ce mois-ci et au lieu de dire, bah: «Comment je peux t'aider?» parce que tu as dû déjà l'entendre cette phrase. «Comment je peux t'aider?» C'est, «Voilà sur quoi je vais t'aider. Est-ce que tu juges pertinent ou est-ce qu'il y a un autre sujet?» Voilà. Ouais, complètement, et puis surtout, en plus, tu as un truc qui est important, c'est que parfois enfin, une erreur que j'ai pu faire, moi-même, hein, quand tu es head of sales et que tu vas checker tes sales, tu vas leur faire plein de feedback. Et moi, le truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, un sales peut pas implémenter tous les feedbacks. Donc il faut, comme tu le dis, dire c'est quoi les priorités et lui construire, en fait. Mmh, Dire: «Bon voilà, on a vu plusieurs choses, faut que tu progresses sur ça, faut que tu progresses sur ça, faut que tu progresses sur ça», et donc en fait, tu as 2 manières de faire. Soit en fait sur de la temporalité, on va commencer sur ça, 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 ou soit sur lui dire, moi ce qui fonctionnait bien: «OK, sur les 3 prochains rendez-vous, je veux en fait que tu te focalises, par exemple, à bosser sur ce point spécifique, ou sur mmh. ta session de prospection, je veux que tu travailles sur ce point spécifique». On réécoute, on revoit ensemble et on voit si tu as vraiment progressé. L'idée, c'est un peu d'instaurer, en fait, de déconstruire et d'instaurer les bonnes pratiques et que ça reste dans le temps. Versus parfois des formations ou des aides un peu ponctuelles, que tu vas mettre en place, qui vont être écoutées: «Oui, oui, oui, j'ai compris», et puis, enfin voilà. Donc voilà. Parfait. Finalement, on clôture ce point-là et on arrive sur, bah, la quatrième question et l'avant-dernière. J'espère que le temps nous permettra de partir, sur la cinquième parce qu'elle est ultra intéressante. Je pense pas qu'on va pouvoir s'étendre sur les modèles de P-plan que tu pourrais recommander parce que c'est la quatrième Ouais, question. c'est Qu'est-ce que tu pourrais recommander comme modèle de P-plan? Je pense qu'il y en a tellement des modèles de P-plan, où il peut y en avoir tellement, il c'est comme tu as dit tout à l'heure, ça peut être, changé en cours d'année, ça peut un petit mot sur les modèles de P-plan à recommander? En fait, sur la partie, rémunération, il y a souvent des choses un peu caricaturales. Si je dois répondre rapidement, parce que peut-être qu'il y a des questions, j'en sais rien, pour donner des éléments, mais ça va être, alors déjà, en fait, la politique de rémunération qu'on met en place pour les 16, elle dépend de là où on en est, quoi, en fait, tout simplement. Alors, ce que moi, j'aurais à recommander, c'est si on est une jeune boîte et qu'on est au début et cetera, ce qu'il faut, faire, c'est de donner envie aux gens de closer. Il faut être extrêmement clair
pour les sales, c'est-à-dire qu'un sales, si tu veux qu'il y ait beaucoup de ventes et être dans la partie new business à fond, bah, qu'en fait, un sales, ils se disent: «OK, bah, c'est très clair pour moi le calcul. Si je vends tant, j'ai tant». Donc je serai plus dans une logique de pourcentage par vente, tu vois? Sur du B2B, hein, évidemment, je précise. Par contre, effectivement, pour des boîtes qui sont, en train de se structurer ou qui sont beaucoup plus avancées, voilà, économiquement, c'est pas forcément rentable de faire ça et donc du coup, on sera beaucoup plus dans des logiques de, déjà une règle de base, hein, le fixe, ça valorise, l'expérience, le variable, ça valorise la performance et donc du coup, ce que j'aurais plutôt tendance à recommander, c'est qu'on prend un package, en fait, tout simplement, de, d'un variable et qu'on, du coup, délivre, on découpe si on est sur du quarter et cetera, en fonction, des performances. Donc si on est sur du new business, moi j'aime bien dire, voilà, on met, une limite, à 50. Il faut que le variable est débloqué si la personne, a atteint les 50 de la 50 de l'objectif, parce que le new business, c'est plus difficile et cetera et si on est sur du renouvellement, on sera beaucoup plus sur 80 par exemple. Et si, évidemment, l'objectif, parce qu'on n'en parle jamais, parce que là, on est dans une période un peu difficile, mais qu'il est atteint, voire plus qu'atteint, et ben, on met des boosters, tout simplement, qui permettent de dire, ben voilà, j'ai atteint l'objectif, et ben là, je retouche, en fait, du pourcentage et que ce soit assez clair. Donc Ouais, voilà. Donc si clairement. je devais résumer, voilà, c'est ça, tu vois, genre, Que tu mets pas ton dernier trimestre au frigo et te dire: «Oh, de toute façon, ça me exactement. fera, Ce je qu'on a démarrerai tous l'année fait. oui, oui, Voilà. le frigo était c'est magnifique». Mais en soi, c'est dommage parce que, ça arrive principalement sur les organisations qui ont des pépins qui sont fixes, Ouais, et qui déplafonnent pas, et cetera, et cetera. Bon, moi, je me souviens oh ça que, c'est au tout début, j'avais pas de déplafonnement oh me lance pas. et clairement non, je vais pas te lancer, mais bon, en tout cas, c'est peut-être important pour les gens qui écoutent et qui peut-être qui réfléchissent à construire des choses, peut-être de parler d'un point de vue, d'ex-sales qui avait pas, en fait, de déplafonnement à un moment donné. Bah, en fait, c'est simple, oui, effectivement, tu mets au frigo, tu commences super bien l'année de janvier parce que, tu as mis plein de choses au frigo alors que tu aurais pu faire une super année, super formé et cetera. Donc pour Ouais, moi, c'est aussi important de montrer objectivement, toujours dans la communication, en fait, tu as tout intérêt à vendre plus parce que tu vas gagner vraiment plus, quoi. Donc voilà. exactement. Sinon ils n'y voient pas l'intérêt. Alors je profite juste de cette, fin magnifique, ce cette partie, P-plan est ultra, concise. S'il y a des questions, pendant le live, bah, on est là et du coup, si tu as 5 minutes encore, parce que là, Ouais, bien sûr, of on course. arrive, Bien on sûr, arrive bien sur sûr. la fin du temps. Si tu as 5 minutes, bah, du coup, on peut partir sur, bah, la dernière question, Ouais. qui était entre, AE et CSM. Bah, pourquoi en 2024 faudrait, donc les AE, hein, pour faire, qui fait quoi? Je te laisserai répondre, un AE et un CSM et pourquoi en 2024 faudrait, bah, les mettre sur le devant de la scène, finalement, versus les SDR et les BizDev. Pourquoi ils ont un vrai rôle à jouer dans une organisation? Pourquoi, faut les mettre en avant et pourquoi, il faut, vraiment les intégrer comme des sales, finalement? Je te laisse répondre parce que là, le sujet, moi, pour moi, il est, celui-là, on Ouais, pourrait vraiment, on peut passer en des heures, en parler fait, c'est des un sujet ah à ouais, part entière clairement. et on pourra en parler pendant des heures. Du coup, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans un des sujets souvent qui est mis de côté, c'est, la partie, renouvellement, la partie expansion, qui a un levier de croissance, bah, extraordinaire. Je le dis, parce qu'effectivement, bah, moi, j'ai cofondé une entreprise il y a quelque temps et ça a été une de nos principales erreurs. C'est qu'on était très focus sur l'acquisition, sur le nouveau client et finalement très peu sur la partie, renouvellement jusqu'à qu'on a eu, parfois des mauvaises surprises et on a dû prendre ce sujet à bras le corps et ça a été, c'est un peu pour ça que j'ai aussi également, ce focus sur cette partie-là, à la fois sur la satisfaction, mais aussi également sur la capacité d'avoir les bonnes équipes pour pouvoir faire en sorte de renouveler les clients, mais aussi également, de pouvoir faire fructifier ce portefeuille. Qu'on soit sur des grands groupes, typiquement en faisant, hem, du défrichage, parce que typiquement, j'ai un gros groupe, il y a plusieurs filiales, je peux faire du business avec plusieurs personnes, ou que ce soit aussi également, si on est plus sur des targets, un peu moins grosses, d'être, sur du referral, par exemple. Très peu de personnes utilisent ce levier, de se dire: «Voilà, j'ai des super résultats avec une boîte, cette boîte, elle connaît peut-être plein de gens qui ont la même problématique. Comment je fais en sorte qu'elle m'aide pour pouvoir les mettre en place?» Bref, du coup, ça c'était le postulat et donc du coup, un des métiers que je trouve, qu'on met pas en valeur, c'est généralement même on a juste à voir en fait les rémunérations, c'est la partie CSM.
qui sont pour moi ceux qui délivrent l'impact. Et j'ai fait moi-même cette erreur, hein, parfois de me dire que je mettais beaucoup plus l'emphase sur, mes sales, et mes account managers, alors qu'au final, en fait, c'est ceux qui peuvent, effectivement, générer beaucoup de cash. D'ailleurs, parfois, il y a des organisations où on se rend compte que, le CSM a déjà pratiquement fait la vente. L'account manager, il peut faire d'autres choses, mais, en fait, du fait de sa relation, il a déjà vendu, la suite, voilà. Donc pour moi, en fait, le ce serait d'avoir on voit là le nombre de littérature qu'il y a sur le renouvellement, c'est très faible. On parle beaucoup de prospection, on parle beaucoup d'acquisition, c'est normal. Mais pour moi, effectivement, un des enjeux en 2024 et un des enjeux que je pense qu'une boîte devrait avoir en tête, c'est de se dire comment valoriser ce métier, comment faire en sorte de former ces CSM aussi également, à des techniques de sales, parce que parfois, c'est souvent des profils qui sont en mode: «Moi, j'aime la relation, mais attention, j'aime pas vendre, j'aime plutôt aider les gens». OK, c'est des profils, au final, qui ont quand même une matière assez importante, connaissent les clients par cœur et du coup, il leur faut vraiment pas grand-chose. Il leur faut savoir vendre, apprendre à vendre, mais c'est, une compétence qui s'apprend, comme toutes les autres, extrêmement bien, pour pouvoir qu'ils soient meilleurs et pour pouvoir qu'ils dégagent, en fait, vraiment du chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça, c'est pour moi, ce serait, aussi également un enjeu des boîtes en 2024, de travailler sur ce levier-là. Oh, quelle valeur! Oh, mais quelle valeur tu viens de nous De rien. donner là. Non, mais c'est vrai, en fait, en soi, tu vois, moi, j'ai un peu moins ce truc-là de me dire, oui, il faut absolument que pourquoi? Parce que, bah, j'ai fait beaucoup de full cycle et donc finalement, bah, tu es un peu un touche à tout et c'est vrai que ce que je constate chez les clients, qu'on accompagne, c'est, on met, des, stagiaires ou des gens très peu formés, en amont, donc à la recherche de nouveaux clients, donc en prospection et on met la même chose, on cherche du stagiaire et cetera pour, le CSM. En fait, finalement, ils disent, «Les rockstars qu'on paye bien, on va les mettre au milieu», donc des bizdev ou les closers ou peu importe et bah, on va pas envoyer trop d'oseille, en amont et en aval et c'est là que le bât blesse. C'est malheureux parce que, en aval quand même, il y a quand même du cash à aller chercher, il y a quand même, enfin, comme tu disais, hein, ce truc de dans cette logique de partenariat, il y a énormément de cash à aller chercher chez nos clients et pas forcément chez nos clients, mais chez les clients de nos clients, chez les Ouais. fournisseurs de nos clients, chez les partenaires de nos clients, et les clients, bah, souvent, bah, ils ont leur propre réseau. Comment rentrer dans ces réseaux? Bah, franchement, il y a énormément un gros mapping à faire au-delà du mapping de l'organisation de l'entreprise cliente, mais le mapping de, l'écosystème du client et comment on peut rentrer dans cet écosystème-là pour aller générer, parce que forcément, tu vas avoir un fournisseur Plus de ouais, leads et avoir d'autres leviers que, uniquement et même si c'est extrêmement important, et que le travail que font les BDR, les SDR, et le marketing. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros potentiel de lead generation aussi également, chez les clients qui est parfois souvent, peu exploité. Je vois pas beaucoup de stratégies de referral, vraiment bien structurées. Évidemment, les gens le font de manière un peu automatique. «Ah vas-y, je vais profiter de demander s'ils connaissent des gens». Mais en tout cas, les boîtes que je connais qui le font de manière vraiment structurée, elles ont des résultats assez incroyables. Donc ça vaut le coup aussi également de travailler sur ce levier dans une période où le coût, d'aller chercher de nouveaux clients, en tout cas de prospecter, est devenu de plus en plus cher. Donc il faut essayer de trouver des solutions, voilà, ne pas mettre, tous ses œufs dans le même panier. et beh, parfait. On Voilà, on peut même s'en arrêter là parce que, carrément. on arrive, à avoir dépassé de 5 minutes l'heure. C'est vraiment trop cool, toute la data qui a été donnée, toute cette valeur. Avec plaisir. Donc il y aura un replay de disponible. Vous pouvez aller voir le profil de Laetitia et comment elle peut peut-être vous aider sur la partie, accompagnement, stratégique ou des nouveautés qui arrivent de son côté aussi, des trucs très cool d'ailleurs. Donc là, les 4 points, il y a pas de raison de foirer 2024. Le passé, on laisse derrière, mais par contre, on n'attaque pas le présent, sans avoir pris, conscience des
des douleurs, qu'on a eues dans le passé et donc du coup, on fait mieux. Comment on peut faire mieux avec ce qu'on a? Voilà tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Laetitia, si tu as un mot pour clôturer? Écoutez, en fait, je veux juste dire aux gens bonne année, hein, tout simplement. Et, Bon, heu, on et peut en fait, encore. oui, effectivement, ça a l'air de enfin, en tout cas, je sais que je reçois beaucoup de messages en disant que c'est pas évident en ce moment, mais c'est dans ces genres de périodes parce que j'en ai déjà vécu d'autres, des périodes de pas évidentes au niveau sales. C'est dans ces périodes-là où finalement, je trouve que notre métier, il est plutôt pas mal parce qu'on doit être créatif, que ce soit la partie prospection, soit la partie closing. On doit trouver, en fait, des nouvelles manières et moi, c'est le moment où je m'éclate le plus et en tout cas, j'espère que ça va être le cas de d'autres personnes donc voilà.